D'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et puis, je voudrais remercier les intervenants. Tout à l'heure, je les présenterai un par un. Mais je crois que c'est une bonne occasion de mêler des universitaires, des jeunes chercheurs et puis des acteurs engagés venant de la société civile pour parler de la situation des droits de l'homme en Iran et notamment du sort des Bahaïs, une minorité en danger, comme on le dit dans le titre de cette table ronde. Ça fait partie des exercices, des activités organisées conjointement par le CRDH et puis l'antenne jeune d'Amnesty. Les années précédentes, c'était dans un amphi d'Assas et je crois qu'on a eu la première conférence, c'était sur la Chine et le Tibet, une autre conférence sur le Soudan. Je remercie Anaïs Schild d'avoir fait le relais pour organiser cette conférence en coopération notamment avec les Bahaïs de France et Sophie Ménard. Donc merci à tous. Je passe la parole en premier pour faire un panorama général à Madame Hamdam Nadafi, qui est donc doctorante à l'université de Saint-Étienne, qui fait une thèse sur la liberté de religion dans les pays musulmans. On attend beaucoup évidemment de lire cette thèse. Mais ce qu'elle va faire aujourd'hui, c'est une présentation générale de la situation en Iran sous l'angle des droits de l'homme. Merci, monsieur le professeur. Je vous remercie de m'avoir invité et de me donner l'occasion de parler d'un sujet aussi important que celui des Bahaïs, mais de façon plus générale, le cas bien sûr des minorités religieuses dans un pays tel que la République islamique d'Iran. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, pour expliquer que la République islamique d'Iran entre dans le cadre de ce qu'on appelle les États de droit musulmans, c'est-à-dire que l'islam y est source de législation. Donc la charia est imposée comme première source, donc elle sera au-dessus des autres dispositions législatives. Et en tant qu'État de droit musulman, l'État a pour mission principale tout simplement de permettre l'application des préceptes de l'islam. Donc d'appliquer, l'État lui-même doit appliquer les préceptes de l'islam et permettre également que les citoyens, que les individus puissent appliquer au mieux les principes de l'islam. Dans le cadre de ces États de droit musulman, l'Iran est un cas particulier puisque, donc, comme je vous disais, l'islam est une source de législation, mais surtout, la caractéristique principale de l'Iran, c'est cette théorie du velayat et fahri, que je développerai un peu plus tard, et qui, nous allons voir, pose vraiment le cadre du système constitutionnel iranien. Autre spécificité de l'Iran, c'est que dans la Constitution, certaines minorités sont reconnues et donc sont explicitement inscrites comme étant des minorités religieuses reconnues. Partant de là, elles ont certains droits, alors que celles qui ne sont pas reconnues comme la communauté bahaï sont exclues et sont privées de droits. Je vous propose donc dans un premier temps d'analyser l'organisation constitutionnelle de l'Iran pour comprendre ensuite dans quel cadre les minorités religieuses ont ou n'ont pas justement certains droits. Alors, la présentation de l'organisation constitutionnelle iranienne, comme je vous disais, l'Iran est organisé autour de deux principaux points. Tout d'abord, la prééminence de la charia, donc la prééminence du droit musulman, et ensuite la théorie du velayat et fahri, la théorie du jurisconsulte. Alors, concernant la prééminence de l'islam, tout d'abord, un simple survol, une simple lecture de la Constitution permet en effet de remarquer que l'islam est source principale de législation et que l'islam, la charia en tout cas, les sources islamiques sont au-dessus de la hiérarchie des normes, puisque par exemple, on n'en citait que quelques-uns, l'article 4, donc dès les premiers articles de la Constitution, l'article 4, soumet toutes les règles juridiques au contrôle. Toutes les règles juridiques doivent être conformes à la charia et toutes les règles juridiques, toutes les dispositions législatives doivent être contrôlées par le Conseil des gardiens en vue de vérifier leur conformité à l'islam. L'article 96, d'ailleurs, prévoit ce contrôle et prévoit un contrôle qui doit permettre de vérifier la compatibilité des sources législatives à la charia. De même, l'article 72 de la Constitution, toujours, pose des limites puisque l'Assemblée consultative
législative islamique ne peut voter des lois contraires à la religion officielle ou à la Constitution. Il est d'ailleurs inscrit que c'est le devoir du Conseil des gardiens de déterminer s'il y a violation ou pas. Donc vous voyez que la Constitution affirme que l'islam est source de législation, mais l'autre principe fondamental du régime iranien, c'est cette théorie du velayat tefari, théorie que l'on traduit généralement par la souveraineté du docteur de la loi, donc la souveraineté du juriste-consul islamique, bien entendu. Alors, cette doctrine est quand même la pierre de touche de l'édifice constitutionnel iranien, et c'est une doctrine originale en droit musulman. Elle repose sur la conviction chiite qu'en l'absence du 12e imam qui a été occulté en 874, donc en l'absence de ce 12e imam, et jusqu'à son retour à la fin des temps, la personne la plus habilitée à assumer les pouvoirs spirituels et temporels est le fahri, c'est-à-dire le religieux le plus savant. Cette théorie est tout simplement inspirée des œuvres de l'ayatollah Khomeini et repose donc sur cette tradition chiite, selon laquelle, dans l'attente du 12e imam, un ayatollah de haut rang est choisi, et il est évidemment choisi selon des critères purement religieux. Les articles 5 et 109 de la Constitution, je ne vais pas vous les lire, mais donnent justement les conditions pour la désignation de ce guide. Et on peut retrouver, entre autres compétences, que ça doit être un jurisconsulte donc religieux, juste, vertueux, conscient des problèmes de l'époque. Il doit également avoir les compétences scientifiques nécessaires pour émettre des décrets de jurisprudence islamique dans les différents domaines du droit religieux. D'autres également critères sont évoqués, mais les critères principaux, c'est que ça doit être parmi les jurisconsuls, le jurisconsulte avec la meilleure vision de la théorie de l'islam, avec la meilleure compréhension des préceptes de l'islam. Concernant son mode de désignation, l'article 107 dispose que c'est l'Assemblée des experts qui désigne, parmi les jurisconsultes, le jurisconsulte qui atteindra ce grade de guide suprême. Les membres de cette assemblée sont élus au suffrage universel direct, mais seuls les religieux peuvent postuler et être candidats dans cette assemblée des experts. Donc vous voyez déjà qu'on est quand même dans un cadre très religieux, que ce soit au niveau des dispositions législatives ou au niveau de la tête de l'organisation exécutive, tout est encadré par des dispositions religieuses. Je vous propose dans un deuxième temps de faire une relecture en fait de la séparation des pouvoirs telle qu'elle est inscrite dans la Constitution iranienne, et donc de faire une relecture de la séparation des pouvoirs au travers de ces principes que je viens d'évoquer. Puisque une caractéristique du régime iranien, c'est justement ce paradoxe qui existe entre un régime où on va retrouver de la modernité et de la démocratie, avec la mise en place des élections au suffrage universel direct, et en même temps une constitution qui est empreinte de tradition et notamment de théocratie, avec les principes que je viens d'évoquer, comme la charia, source principale de législation, ou cette théorie du juriste-consulte, la théorie du velayat tefari. Alors, la séparation des pouvoirs existe dans la constitution iranienne. Les trois pouvoirs sont séparés, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais la lecture de la constitution nous fait remarquer qu'au-dessus de ces pouvoirs, on retrouve toujours le guide suprême. En effet, lorsque l'on analyse l'article 110 de la constitution, et dans lesquels on retrouve les prérogatives du guide suprême, on y retrouve entre autres choses le fait qu'il coordonne, donc le guide suprême coordonne et chapeaute l'action des trois pouvoirs établis par la Constitution, qu'il peut à tout moment suspendre le fonctionnement des institutions, qu'il est seul à décider de la révision de la Constitution. Entre autres exemples, c'est lui qui va nommer le chef du pouvoir judiciaire, donc c'est lui qui nomme le procureur général et c'est lui qui nomme le chef de la Cour suprême. Il a également un pouvoir en matière législative, exécutive, mais je vais les développer tout de suite.
En matière de pouvoir exécutif, donc le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir de prendre des décisions exécutoires, c'est-à-dire pouvoir chargé d'assurer l'exécution des lois. L'article 60 dispose, je vous cite, « Qu'en dehors des affaires que la présente loi a placées sous la responsabilité directe du guide, l'exercice du pouvoir exécutif appartient au président de la République et au ministre. » Donc vous voyez qu'on a un exécutif bicéphale avec d'une part le guide suprême, d'autre part le président et les ministres. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est le mode de désignation en fait du président de la République. Le président est élu au suffrage universel direct, mais toute la démarche avant cette élection inclut le guide d'une façon assez importante, puisqu'en effet, le candidat doit être croyant, bien sûr, et adhérer au fondement de la République islamique, et la candidature doit être acceptée par le Conseil des gardiens, sachant que les membres du Conseil des gardiens ont été, entre autres, désignés avec l'influence du guide suprême. Concernant ensuite le pouvoir législatif, c'est un pouvoir monocaméral, on ne retrouve qu'une chambre, l'Assemblée consultative islamique. De même, pour être candidat aux élections, il faut être musulman, dévoué au régime de la République islamique. Et cette chambre, la seule chambre du Parlement, est placée sous la haute surveillance du guide et du conseil de surveillance, puisque le Parlement ne peut pas adopter de loi qui soit contraire, comme je vous disais, à la loi islamique, à la charia. Et le Conseil des gardiens, un conseil de surveillance, est institué par la Constitution avec pour mission d'effectuer un contrôle d'islamité. C'est même pas un contrôle Il existe un contrôle de constitutionnalité, mais c'est surtout un contrôle d'islamité, vérifier que les lois sont bien conformes aux principes religieux. Je pourrais revenir un peu plus tard dessus si vous voulez. De même, pour le pouvoir judiciaire, il faut savoir, comme je disais, que le guide suprême nomme le procureur, qu'il nomme également le procureur général, donc le chef de la Cour suprême, et qu'il est également, participe également à la nomination de certains membres de la Cour suprême. Donc vous voyez qu'on a une organisation complètement verrouillée, avec une omniprésence du guide suprême, une présence à tous les différents stades, que ce soit l'acceptation des candidatures ou la validation des élections, quand bien même les élections se font au suffrage universel direct. Alors, deuxième point, quelle est la situation des minorités religieuses dans un État verrouillé à ce point par la religion et par le guide suprême? Le principe 12 de la Constitution affirme que la religion chiite est la religion de l'État. Toutefois, il faut quand même, comme je le disais en introduction, préciser que la constitution iranienne est une constitution originale au sein des États de droit musulman, puisque les minorités non chiites sont reconnues dans la Constitution. Le principe 12 reconnaît les autres communautés musulmanes non chiites, en leur accordant notamment le droit d'accomplir leurs rites confessionnels conformément à leur fiqh, leur éducation, leur instruction religieuse, ainsi que leur statut personnel. De même, l'article 74 dispose qu'au Parlement, les minorités religieuses non musulmanes, à savoir les zoroastriens, les chrétiens et les juifs, peuvent être et sont représentés par un candidat. Alors, il existe deux types de minorités en Iran. Il existe les minorités religieuses que je viens de citer, et qui sont explicitement inscrites dans la Constitution. Mais il existe aussi des minorités non reconnues, comme la communauté bahaï, qui est l'objet même de la conférence aujourd'hui. Alors, quelques mots rapidement sur les minorités religieuses. Il faut savoir que la reconnaissance officielle d'une minorité religieuse dans un État de droit musulman a des conséquences importantes et diverses, puisque ça peut aller de la reconnaissance de la citoyenneté à l'autorisation d'ouvrir des lieux de culte, à notamment l'autorisation d'avoir des lieux d'enseignement religieux, en passant tout simplement par la reconnaissance des statuts personnels. Concernant les minorités reconnues, eh bien, elles ont tous ces droits que je viens d'évoquer. Évidemment, il ne faut pas oublier que ça reste des minorités discriminées et persécutées. Lorsque l'on lit les résolutions et les rapports des Nations Unies, il est fait état de persécution et de discrimination à l'égard des chrétiens, des juifs et des zoroastriens, mais ça reste des minorités qui ont des droits, notamment en termes de statut personnel, en termes de mariage, de succession. Elles ont le droit d'accomplir leurs préceptes religieux.
Le cas des Bahaïs est un cas tout à fait différent, puisque c'est une minorité qui rentre dans la catégorie des infidèles sans protection. C'est une minorité qui n'est pas reconnue par la Constitution, et partant de là, elle n'a aucun droit. C'est une minorité qui n'a aucun droit. Il faut savoir que déjà en 1978, alors que Khomeini était en exil en France, il a été interrogé par un journaliste sur le nouveau système islamique qu'il entend mettre en place lorsqu'il serait en Iran. Lorsqu'il lui a été posé la question du statut des non-musulmans, concernant les juifs, il a assuré que leurs droits seraient préservés, mais lorsqu'on lui a demandé ce qu'il en était des Bahaïs, sa réponse est sans équivoque, puisqu'il affirme « Ils sont une faction politique, ils sont armés et ils ne seront pas acceptés ». On va faire plus clair. Alors, la République islamique, il faut savoir qu'elle a institutionnalisé la discrimination à l'égard des Bahaïs. L'article 13 de la Constitution reconnaît, comme je vous le disais, 3 minorités religieuses, et hormis ces 3 minorités qui sont expressément reconnues et inscrites dans la Constitution, aucune autre minorité ne peut être reconnue. Plusieurs auteurs se sont d'ailleurs penchés sur les débats lors de l'élaboration de cette constitution et ont remarqué justement qu'il a été volontairement omis d'évoquer d'autres minorités que celles qui sont inscrites, avec le but justement de ne pas reconnaître le droit aux Bahaïs. Bien évidemment, cette discrimination est purement théologique et n'a aucun fondement juridique. Toutefois, les discriminations se basent toujours sur des dispositions juridiques. Je ne sais pas si vous voyez le paradoxe. Alors, parmi les discriminations que la communauté Bahaï a subies, ce sont des discriminations, comme je vous disais, qui ont été institutionnalisées, puisque dès que le pouvoir est arrivé en place, les fonctionnaires iraniens ont été renvoyés de tous leurs postes, les fonctionnaires Bahaïs, pardon, ont été renvoyés de leurs postes avec l'obligation de rembourser tous les salaires perçus depuis le début de leur fonction, à défaut de quoi, évidemment, la prison leur était suggérée. Ils ont été également donc privés de moyens de subsistance puisqu'ils n'avaient plus le droit de travailler. La communauté Bahaï a également été progressivement privée d'autres droits comme le droit d'aller à l'université, mais je sais que d'autres intervenants vont revenir plus longuement sur la privation des Bahaïs, mais je pourrais y revenir un peu plus tard si vous le désirez. Il y a également une discrimination ciblée sur les lieux saints et les cimetières de la communauté Bahaï. En tout cas, tout a été fait pour, en quelque sorte, faire disparaître juridiquement la communauté Bahaï de la vie iranienne. Ce qu'il est important de souligner en guise de conclusion, c'est que les instances internationales ne restent pas sans rien faire et sans réagir. De nombreuses résolutions, de nombreux rapports des Nations Unies évoquent le cas de la communauté Bahaï, évoquent le cas des minorités de façon générale, mais particulièrement le cas des Bahaïs en Iran. Et ces rapports, je vais juste vous en lire quelques extraits, les derniers rapports notamment, pour vous montrer un peu l'ampleur de ce qui se passe. Alors, le dernier rapport qui date de novembre 2012 précise « La recrudescence de la persécution et des violations des droits fondamentaux des personnes appartenant à des minorités religieuses non reconnues, en particulier les personnes de confession bahaï et leurs défenseurs, y compris la multiplication des attaques à leur encontre, une augmentation du nombre d'arrestations et de détentions, des restrictions d'accès à l'enseignement supérieur fondées sur la religion, la condamnation à de longues peines de prison de 12 personnes de confession bahaï ayant eu des liens avec des instituts d'enseignement bahaï, l'interdiction persistante faite aux Bahaïs de travailler dans le secteur public et d'autres entraves à leur participation au secteur privé, et la criminalisation de fait de la foi bahaï. Juste pour finir, un dernier point. Donc, il est recommandé, ce rapport recommande d'appliquer notamment les recommandations formulées par le rapporteur spécial sur l'intolérance religieuse quant aux moyens par lesquels la République islamique d'Iran pourrait émanciper la communauté bahaï, de libérer les 7 dirigeants bahaïs qui sont en détention depuis 2008 et d'accorder à tous les bahaïs, y compris ceux qui sont emprisonnés à cause de leur foi, le droit à une procédure régulière qui peut leur garantir la Constitution. Donc on est vraiment en Iran dans un système qui dénie complètement
tout droit à la communauté bahaï, alors même que l'Iran a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme, a adhéré au pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans lesquels la liberté de religion est inscrite et dans lesquels il est inscrit qu'il ne doit pas y avoir de discrimination fondée sur la religion. Merci, c'était très clair et très utile, et dans un temps qui laisse un moment de débat après les deux autres interventions. Donc la transition est presque faite avec Karim Laïdji, qui est avocat et président de la Ligue iranienne de défense des droits de l'homme et qui est vice-président de la FIDH, qui est connu. Je suis heureux de le retrouver ici. Je lui passe la parole tout de suite. Merci beaucoup. Madame Najafi vous a présenté le cadre juridique de la République islamique d'Iran. J'ajoute sur le plan religieux seulement cette petite remarque que dans la charia chiite, il n'est pas une thèse majoritaire, je dirais une thèse très très minoritaire. Et Khomeini a imposé ce concept-là davantage en tant que leader politique qu'en tant que leader religieux. Et lorsqu'il est arrivé à Téhéran, moi j'étais présent, tous les grands ayatollahs étaient contre ce concept-là. Tous. C'est la raison pour laquelle il a commencé par, d'une manière très unilatérale, imposer sa vision et commencer aussi à mettre les grands ayatollahs au départ en résidence surveillée, et finalement avec des discours très très populistes, il a changé aussi son discours. Au départ, il parlait d'une assemblée constituante, qui finalement, deux mois après, il a réduit cette assemblée constituante à une assemblée des experts, composée de 72 membres, dont 80% étaient des mollahs. C'est dans ce contexte qu'en fait il a imposé cette thèse comme le fondement juridique de la constitution iranienne. D'autre part, dans cette constitution, la liberté de conscience, qui est en fait le sujet principal de mon intervention, n'est pas reconnue. Moi, je suis habitué en tant qu'avocat de dire toujours le texte de la loi ou le texte juridique, c'est l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que c'est très très important. Et pourquoi? Parce que je reviens à ce qui s'est passé il y a 2 ans devant le comité des droits de l'homme à Genève. Justement par rapport à la communauté bahaï, parce que j'étais présent aussi. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Même si, par exemple, 3 minorités religieuses sont reconnues dans la constitution iranienne, ces 3 minorités, à aucun moment, n'a le droit de manifester sa conviction, sa religion. Ni les chrétiens, ni les juifs, ni les zoroastriens. Encore c'est pire parce que lorsqu'on parle de la religion de l'État, la religion de l'État n'est pas l'islam. C'est l'islam chiite. Et alors que 20% de la population iranienne sont sunnites. Non seulement les sunnites n'ont pas les mêmes droits sur le plan légal, mais ils n'ont pas droit non plus de manifester leur religion en tant que musulmans. Et par conséquent, nous sommes dans un état très discriminatoire, même par rapport à 20% de la population iranienne qui ne sont pas chiites.
Et vous avez vu que dans l'article 18, on parle de la religion et de la conviction. Ce qui s'est passé il y a 2 ans devant le Comité des droits de l'homme, parce que Mme Najafi vous a en fait rappelé que l'Iran a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits sociaux, culturels et économiques. Dans quelles circonstances, en fait, l'Iran a ratifié? Ça aussi, c'est très très particulier. Peut-être lors des questions-réponses, je reviens sur cette instance très très particulière en 1975. Et par conséquent, l'Iran doit présenter des rapports réguliers devant le comité qui observe l'application de ce pacte par les pays membres. Et pendant 19 ans, l'Iran n'avait pas présenté un rapport. Et finalement, en 2011, il a présenté un rapport. Nous avons aussi fait un contre-rapport, ça veut dire la Ligue iranienne et la FIDH. Et finalement, nous avons reçu aussi les dernières observations de la délégation iranienne. Et enfin, on était invités devant le comité. Moi j'étais présent. La délégation iranienne n'avait pas beaucoup d'arguments devant cette situation sur le plan juridique discriminatoire. Et finalement, pour un peu, si vous voulez, dérailler les arguments présentés par les membres, vous savez, le comité, c'est composé des membres indépendants. C'est pas comme le Conseil des droits de l'homme qui est composé de représentants des États. Non, le comité des droits de l'homme, c'est un comité des experts indépendants. Le chef de la délégation iranienne a commencé à dire que, voilà, lorsque nous parlait de la liberté de religion, le bahaïsme n'est pas une religion. Pour nous, la République islamique, ce sont les grandes religions monothéistes qui sont non seulement reconnues dans la constitution iranienne, en plus, les citoyens iraniens sont libres dans la pratique de leur religion, etc. L'un des membres du comité, notre ami défunt, je cherche Abdel Fattah Amor, tunisien, qui était présent. Je lui ai envoyé un petit mot. Finalement, il a bien compris, c'est le moment qu'il a intervenu, parce qu'il était musulman lui-même. Il a dit que, écoutez, dans l'article 18, je crois que même dans le pacte, c'est l'article 18. Et Amor avait été rapporteur spécial sur la liberté de religion. Oui. Avant, oui. En plus, il s'est rendu en Iran. Et il a fait un rapport très très intéressant. On s'est vu à 2 reprises, avant et après son voyage en Iran, à Genève. Mais maintenant, il n'est pas rapporteur, il est expert, il est membre de comité. Et il a dit que dans le pacte, on ne parle pas seulement de la religion, on parle de la conviction. Mais quand même, c'est une conviction. Si vous dites que ce n'est pas une religion, mais à supposer que ça ne soit pas une religion, c'est une conviction. Évidemment, le chef de la délégation iranienne n'avait rien à dire devant en fait cet argument-là. C'est pour ça que le rapport a été finalement très très en notre faveur et très négatif par rapport à la pratique de pacte par la République islamique. Voilà, c'est une position très très, si vous voulez, dangereusement en fait défavorable pour la République islamique. Mais ce qui est intéressant encore, je reviens à la liberté de conscience. Lorsqu'on parle de la liberté de conscience en disant que chacun a le droit de changer sa religion, ce qui est intéressant dans la charia et dans la pratique iranienne, c'est que nous avons
affaire à deux formes de conversion. Conversion positive et conversion négative. Conversion positive non seulement est autorisée en Iran et en plus récompensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un non-musulman qui s'est converti à l'islam, évidemment il est bienvenu. Non seulement il est bienvenu, par exemple, il a une primauté sur les autres membres de sa famille qui ne sont pas convertis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à supposer dans une famille chrétienne ou dans une famille juive, un membre de la famille, même un membre lointain, par exemple un oncle, maternel ou paternel, se convertit à l'islam. Que dans cette famille, il y a des parents, il y a des enfants, et finalement, il y a des parents lointains. Si le père décède, s'il meurt, c'est pas sa femme, la femme de toute façon n'a pas beaucoup de droits à la succession en Iran, ce ne sont plus ses enfants qui sont considérés comme ses héritiers. Ce membre de famille lointain, cet oncle, a l'ensemble de la succession, de l'héritage de décédé. Pourquoi? Parce qu'il est musulman. Et dans ce contexte-là, la conversion positive est autorisée et très très récompensée. Et là-dessus, il y a pas mal en fait d'abus depuis l'arrivée de ce régime et qui vraiment a provoqué beaucoup d'injustices sur le plan matériel, sur le plan, si vous voulez, souvent les familles portent plainte, par exemple, devant cette justice islamique aussi, pour dire que c'est une conversion vraiment pour davantage sous la base d'une conviction que sous la base des intérêts financiers, économiques, etc. Et par contre, la conversion négative, non seulement n'est pas autorisée, mais sanctionnée à la peine de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi je suis d'origine musulmane, je suis né d'un père musulman, je suis considéré comme musulman. À aucun moment, on ne demande mon avis. Il n'y a pas de communion, il n'y a rien. Vous êtes né musulman, vous restez musulman jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Et à quel âge? Je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, c'était par exemple mon cas. Si vous décidez de quitter votre religion, changer ou pas changer, vous devenez un agnostique comme moi, ou un athée, je ne sais pas, ou se convertir à une autre religion, non seulement c'est interdit, vous risquez la peine de mort. Et ce n'est pas un cas de cas. En 33 ans, nous avions quand même une dizaine de cas, surtout des cas des Iraniens musulmans qui se convertissent à la religion chrétienne, mais nous avions 2-3 cas de pasteurs et chrétiens en Iran qui ont été condamnés. Voilà, nous sommes devant quand même une situation plus que discriminatoire. Ça veut dire, il y a les chiites iraniens sont considérés en fait comme des vrais citoyens, surtout s'il s'agit de religieux, qui sont en fait privilégiés par rapport aux autres citoyens non religieux, et le reste, comme qui se trouvent ou en position de semi-citoyens, ou en position des personnes qui se trouvent dans une zone de non-droit. Malheureusement, nos amis, nos compatriotes baha'is se trouvent dans cette zone. Merci. Là aussi, on aura beaucoup de questions évidemment, mais je passe la parole à Sophie Ménard, que je remercie. Donc, elle est directrice des affaires extérieures des Baha'is de France. Merci. Merci tout d'abord à l'antenne d'une Amnesty de nous avoir permis de collaborer sur cette conférence et bien sûr au professeur Emmanuel Decaux de nous avoir invités et de nous permettre d'être la voix de
des sans-voix qui sont en Iran effectivement aujourd'hui et qui souffrent de cette situation. Alors on va avoir une petite présentation qui je m'en excuse d'abord tout de suite, certaines images vont être choquantes, mais je me suis dit que l'Iran se permet des choses que nous devons savoir, et donc voilà, il y aura certaines images qui sont peut-être insoutenables. En tout cas, on va commencer avec juste effectivement une présentation des Bahreïs en Iran. Pour autant, c'est les Bahreïs en Iran représentent la plus importante minorité religieuse non musulmane, avec 300 000 membres, et ce sont les chiffres officiels, comme c'est indiqué, de la République, et nous sommes certains qu'il y a plus de Bahreïs aujourd'hui. En tout cas, si on pouvait les comptabiliser, ils seraient plus nombreux. Alors, étudier leur cas est très emblématique, puisqu'on l'a vu, ce sont des citoyens sans droit. Ils ne sont pas reconnus par la constitution iranienne. Alors, un tout petit rappel historique, depuis 1979, plus de 200 Bahreïs iraniens ont été exécutés et des centaines ont été emprisonnés. Tandis que les exécutions capitales ont pratiquement cessé depuis les années 80, les Bahreïs d'Iran continuent d'être soumis à de sévères restrictions, on l'a compris, économiques, sociales, juridiques, de droit. Ils n'ont aucun statut, le même statut qu'un chef. Des milliers d'entre eux sont privés d'emploi, de leurs biens, les jeunes Bahreïs sont privés d'enseignement supérieur, les institutions administratives Bahreïs ont été démantelées et pratiquement toutes les possibilités d'assurer une vie communautaire ont été empêchées. On peut passer à la slide suivante qui donne des chiffres des Bahreïs en prison aujourd'hui. Et puis dans quelques temps, la slide suivante qui continue sur ces chiffres, les Bahreïs qui attendent de payer caution, tout le détail pour ceux qui sont intéressés d'avoir ces précisions. Effectivement, 7 membres d'entre eux qui sont considérés comme les responsables bahreïns sont derrière les barreaux, purgent une peine de 20 ans de prison, fondée bien sûr sur de fausses accusations. Et à travers le pays, on a vu augmenter considérablement en fait le nombre de Bahreïs harcelés et détenus sur une journée ou plus. Mais une forme toute particulière, et ce sera l'objet de cette intervention aussi, est apparue, c'est l'utilisation en fait dans cette persécution, l'utilisation des masses médias et le recours à toute autre forme de moyens pour dénigrer, critiquer systématiquement les Bahreïs. C'est une campagne d'État systématique d'incitation à la haine qui est aujourd'hui en cours dans ce pays. Et bien sûr la cible, ou bien sûr en tout cas la cible en est les Bahreïs. Donc nous allons y accorder une certaine attention et puis revenir sur la situation des Bahreïs iraniens et pour terminer la réponse des Bahreïs en Iran. Très brièvement, mais pour planter, je dirais, le décor, qui sont les Bahreïs. En fait, ce sont les disciples de la religion Bahreï, qui est la plus récente des religions révélées. Elle a vu le jour au XIXe siècle en Perse. Et son fondateur est Baha'u'llah, un noble persan, qui a proclamé en 1863 être le porteur d'une nouvelle révélation. Et les Bahreïs le considèrent comme le premier attendu par les grandes traditions religieuses du monde. Et les Bahreïs reconnaissent toutes ces traditions religieuses. Et au cœur du message Bahreï, c'est la conviction que l'humanité ne forme qu'une seule famille. Une citation très connue et très utilisée. La terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Et dans cette forme d'unité, dans la diversité, les Bahreïs reconnaissent que le temps est venu de construire et de travailler à cette société mondiale. Ce n'est pas une religion uniquement en Iran, c'est la deuxième religion la plus géographiquement répandue à travers le monde, source de l'encyclopédie britannique. Les Bahreïs sont, pour situer leur esprit, quelques enseignements fondamentaux sont donc l'unité dans la diversité, l'égalité des droits de l'homme et de la femme, qui est la cause de tant d'oppression en Iran, l'accord entre la science et la religion, la promotion bien sûr de l'éducation et suppression de toute forme de préjugés. Donc aujourd'hui, les Bahreïs du monde, et notamment en Iran, dirigent leur énergie pour se transformer individuellement et contribuer à une action sociale collective, comme contribuer
à l'amélioration du bien-être de la société. Donc en Iran, ils sont aussi très acteurs de ce processus. En revanche, la campagne d'incitation à la haine, et là on revient plus précisément à notre sujet, est orchestrée par l'État. Alors Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, dénonce la politique de diabolisation menée par Téhéran contre les Juifs, les Bahreïs et d'autres minorités dans un discours prononcé le 19 février 2013 au Parlement européen. Donc pour appuyer aujourd'hui sur cette... peut-être on peut passer la slide, voilà, on va s'arrêter là. Donc on va s'appuyer sur un rapport en fait que la communauté internationale, qui est aussi une ONG au statut consultatif aux Nations Unies depuis 1948, a réalisé et a étudié en fait et analysé 400 articles de la presse et des médias pendant une période de un peu plus de 11 mois. De 2010 à 2011, et on y constate véritablement l'effort insidieux soutenu par l'État de diabolisation, de dénigrement des Bahreïns, utilisant de fausses accusations, une terminologie provocante et une imagerie répugnante. Si vous souhaitez, ce rapport pourra vous être adressé. Il y a aussi d'autres documents qui sont disponibles pour vous à la fin de cette intervention. Donc cette démarche systématique de diabolisation d'un segment de la société est toujours un sujet de préoccupation qu'on considère au cours de l'histoire ou lorsqu'elle est mise en œuvre aujourd'hui. À travers une telle propagande, on dénie à la population victime le statut d'appartenance à l'humanité. On la désigne comme étant à l'origine des problèmes économiques et sociaux du pays, voire souvent du monde entier. La victime d'ostracisme est par excellence considérée comme l'autre, celui qui peut être détesté, comme un animal, une vermine, une peste, une infection ou encore le praticien de sorcellerie. Dans le cas des Bahreïns d'Iran, les médisances et les mensonges sont diffusés par des médias contrôlés et sanctionnés par l'État au moyen de brochures, de tracts, sur des estrades ou des expositions lors de séminaires ou autres rassemblements. Un exemple, le 23 octobre 2010, l'agence d'information affiliée au gouvernement Fars publia une interview de Hojatul Islam, Mohsen Garabian, un membre de la faculté de l'Institut de l'imam Khomeini, qui lance un avertissement sur le développement des bahreïstes. Il faut s'assurer que les séminaires sensibilisent à ces sectes égarées, spécialement les bahreïstes et les wahhabistes, qui sont des sectes coloniales créées par le Royaume-Uni et la Russie en Iran. Les séminaires devraient user de tous leurs efforts afin d'éduquer leurs étudiants face à ces idéologies trompeuses. Dans la propagande officielle, les bahreïs sont obsessionnellement représentés comme la source de tous les maux imaginables, comme on l'a dit. Ils sont accusés d'être les agents de factions impérialistes ou colonialistes et font face à des accusations d'immoralité complètement infondées, sont étiquetés comme des parias sociaux qui doivent être évités. La propagande est choquante par sa profusion, sa véhémence, son amplitude et sa sophistication et son intensité. Elle est cyniquement étudiée pour enflammer l'antagonisme envers une communauté religieuse paisible. Depuis 2009, par exemple, la radio étatique Ma'aref a commencé à diffuser un programme hebdomadaire anti-Bahreïn appelé Sahara Mirage. Selon le site internet Ayani Yerosham, les programmes analysent les sectes déviantes, le bahavisme et le bahaïsme. Destinée aux jeunes, la série se présente comme cherchant à informer les auditeurs sur le lien entre le bahaïsme et le colonialisme occidental. Alors, une autre accusation souvent envers les Bahreïnis, c'est qu'ils sont les instigateurs de la vague montante d'opposition. Alors, ces dernières années, le peuple iranien certainement a commencé à réaffirmer son désir d'une véritable démocratie et de voir s'achever les atteintes aux droits de l'homme. Au même moment, on a vu croître sensiblement, par ailleurs, des attaques à l'encontre des Bahreïns, comme en atteste l'augmentation des arrestations, du harcèlement et des emprisonnements. Un thème qui se dégage dans ces articles cités plus avant, c'est que l'idée que les Bahreïns sont en quelque sorte les instigateurs de la montée de l'opposition au gouvernement, ou qu'ils exercent une influence inacceptable sur les militants des droits de l'homme.
Plus de 50 articles au cours de la période en question s'efforcent de faire un lien entre les Bahreïs et les adversaires au gouvernement dans les élections présidentielles très contestées de 2009. Cette propagande anti-Bahreï apparaît comme une tentative de faire d'une pierre deux coups en associant les Bahreïs et les opposants au gouvernement. On cherche à ce que les deux ensembles se trouvent désignés aux yeux des partisans pro-gouvernementaux et des fanatiques religieux. De nombreux Iraniens perçoivent le soi-disant mouvement vert en Iran non pas seulement comme un étendard pour la coalition libre qui a émergé avant, pendant et après l'élection 2009, mais plutôt comme une coalition de la société civile, avec un mouvement social plus large qui a mis de nombreuses années à se construire. Au-delà de la controverse découlant du comptage des scrutins, les milliers de manifestants non violents dans les rues des villes d'Iran qui exigeaient simplement les droits de l'homme et la démocratie n'étaient pas sans rappeler les mouvements similaires qui ont conduit à ce qu'on a appelé bien sûr le printemps arabe. La crainte que les défis similaires puissent une fois de plus apparaître et se propager contre le pouvoir comme ils l'ont été ailleurs dans la région est l'une des raisons pour lesquelles le régime a fait une telle utilisation étendue de la propagande anti-Bahreï afin de discréditer les revendications populaires pour la liberté. Cela a tout simplement été un prétexte pour légitimer la violente répression des citoyens iraniens et explique peut-être aussi pourquoi le respect des droits de l'homme des Bahreïs est intimement lié à l'ensemble de la situation des droits de l'homme en Iran. À la veille de nouvelles élections en juin prochain, nous sommes forcément très inquiets. On va passer à une autre slide qui est un extrait d'un article, c'est une illustration, on a cité donc 400, donc on ne pourra pas les voir toutes, il n'y en a qu'une, avec une image choquante. On passe à la deuxième, on ne va pas rester très longtemps, mais qui est très, très diffusée. On associe donc tous les articles anti-Bahreïs à ces images. On passe si vous voulez bien. D'autres exemples. Donc une incitation à la haine. Alors il faut savoir que, bien sûr, le gouvernement iranien prône à l'extérieur la tolérance religieuse pour mieux la bafouer dans son propre pays. Et cette discrimination et cette oppression s'exprime au plus haut niveau du gouvernement, incluant la participation directe du chef suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Un exemple, en octobre 2010, une série d'articles fut écrite sur les remarques anti-Bahreïs prononcées par Ali Khamenei lors d'un discours donné le 19 octobre 2010 dans le centre religieux iranien Rome. Les ennemis, je cite, les ennemis du pays, spécialement la nouvelle génération, à travers la promotion de l'immoralité, du faux soufisme, la promotion du bahreïsme et des églises à domicile, ce sont les tactiques des ennemis de l'islam, aujourd'hui soigneusement étudiées et planifiées dans le but d'affaiblir la religion au sein de la société. Un autre exemple, le 8 janvier 2011, sur le site d'information Kalameh, affirme que les Bahreïs à Téhéran se réunissent pendant les jours saints, chiites, les hommes et les femmes et les enfants prient ensemble, puis ils enlèvent leurs vêtements et écoutent de la musique vulgaire et font la fête. Un article, enfin, du 10 mars 2011, mis sur le site d'information Raza, citait Ali Jadid Benam, affirmant que l'usurpateur Israël renforçait son intrusion en Iran au moyen de la secte déviante du bahreïsme. Ce qui est en question ici, ce ne sont pas les enseignements de la foi bahreïne, mais plutôt pourquoi la République islamique se confère le droit de stigmatiser ses citoyens en matière de conscience et de croyance plutôt que de respecter leur liberté en la matière. La politique du gouvernement a été conçue, pour autant, et mise en œuvre de manière concertée et systématique dans le but de garder les Bahreïs sous contrôle. Tout est clairement expliqué dans un document, un mémorandum secret, dont il y a des exemplaires ici, de 91, ratifié par le chef suprême de l'Iran et rendu public par l'ONU en 93, qui expose en fait un plan global qui vise à bloquer le développement et le progrès des Bahreïs, les privant de toute possibilité d'avoir une influence sur la société iranienne. Ces mesures cherchaient spécifiquement à priver les Bahreïs de leurs moyens de subsistance, comme on l'a vu, et enfin d'empêcher les jeunes Bahreïs de fréquenter l'université. On va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et ensuite,
ensuite c'est la prochaine. Puisqu'on va faire un petit focus sur les étudiants bahreïs qui furent envoyés effectivement des universités et les professeurs et enseignants bahreïs du supérieur furent licenciés après la révolution islamique. Donc le gouvernement, dans ces conditions, insista beaucoup sur l'application de cette injustice. En conséquence, les bahreïs s'organisèrent de façon informelle afin que l'enseignement de la jeunesse bahreï soit assuré par les services bénévoles de ces professeurs licenciés ou par un réseau de professeurs à travers le monde. Il y a certains professeurs ici dans la salle qui pourront témoigner peut-être par la suite. Comme c'est le cas de tout programme qui peut bénéficier d'organisation et de coordination, cette initiative fut progressivement systématisée et fut reconnue sous le nom de l'Institut Bahreï d'enseignement supérieur. C'est une initiative qui demeurera une activité interne. La plupart du temps, les classes se déroulent dans les foyers bahreïs. Les étudiants n'espèrent pas recevoir de licence ou de diplôme officiel et le but est vraiment de cultiver les facultés intellectuelles de la jeunesse afin de la préparer au service de la société. Depuis le début de cette initiative, la République islamique a essayé à maintes reprises de freiner son progrès et de harceler ses participants. Régulièrement, des raids sont organisés où les ordinateurs, si on peut passer à la prochaine slide, merci. Régulièrement, les ordinateurs et tout outils pédagogiques, les livres sont confisqués alors qu'ils sont obtenus à force de grands sacrifices et d'épreuves. Et donc beaucoup sont aussi arrêtés. Alors on peut citer le raid de 98 visant 500 domiciles qui montre et souligne le caractère très émaillé sur tous les rangs et la nature privée et domestique de cette entreprise. Et puis le 21 mai 2011, des domiciles de nouveau ont été perquisitionnés et des arrestations de professeurs qui purgent aujourd'hui 5 à 7 ans de prison. Le 6 juin 2011, l'IBES, ou en anglais BIHE, a été déclaré illégal. Et là, on se pose vraiment des questions, parce que les Bahreïs ne font pas seulement face à des obstacles sociaux et institutionnels à leur progrès, comme bien d'autres minorités. Ce n'est pas non plus le fait que la politique du gouvernement empêche les Bahreïs d'obtenir une éducation supérieure, aussi déplorable qu'une telle action officielle puisse être. Le gouvernement iranien ici va plus loin, et sans aucune raison ou base acceptable. Déclarer illégal pour certains de ses citoyens l'utilisation de leur esprit à des fins autodidactes dans leur maison, on se pose vraiment la question si ces chefs d'accusation peuvent être un jour clairs, ils sont forcément clairs. Qu'est-ce qui est illégal ici? Étudier, apprendre, accompagner les autres dans leur quête d'acquérir des connaissances. Dans toute république, le droit à l'éducation est un des droits civils les plus fondamentaux de tout être humain. C'est d'autant plus choquant de constater que le droit à l'éducation est systématiquement refusé à une collectivité qui compte des centaines de milliers de personnes. Alors pour terminer, la réponse, en dépit de cette oppression systématique et profonde, les Bahreïs en Iran ne sont pas découragés, ne sont pas démoralisés ou affligés, en tout cas pas la plus grande des majorités. Bien sûr qu'on peut trouver des personnes, mais ils ne cherchent pas à quitter l'Iran. Ils ne montrent aucune amertume et ne se mobilisent pas pour contre-attaquer par la force en direction de ces oppresseurs. Au contraire, avec dignité et courtoisie, les Bahreïs ont calmement exposé leur cas et demandent que leurs droits de l'homme fondamentaux soient respectés, gagnant l'admiration de leurs compatriotes, des observateurs, même dans certains cas de ceux qui sont obligés de les opprimer en raison de la politique gouvernementale. Alors que les Bahreïs sont activement engagés en Iran dans le soutien du progrès social et de la justice, du fait de leurs principes religieux, ils ne consentent pas à participer à la politique partisane. Bien que libres de voter pour les candidats de leur choix, leurs enseignements excluent la possibilité de participer à la vie des partis ou d'autres formes d'implication dans la politique partisane.
Cela a été vrai pour l'ensemble des élections nationales en Iran, y compris pour la présidentielle de 2009. Donc la suggestion que les Bahreïs sont en quelque sorte les instigateurs de l'oppression au gouvernement en Iran, en plus des liens présumés avec de nombreux autres complots, est une tentative à peine voilée de détourner la critique des maux sociaux et des problèmes économiques croissants auxquels la nation iranienne est confrontée. Les Bahreïs d'Iran aiment leur pays. On peut passer à la prochaine. On termine. Les Bahreïs d'Iran aiment leur pays, ne demandent qu'à vivre comme tout citoyen iranien et de pouvoir pratiquer leur religion en paix. Ils veulent servir leur pays pour que l'Iran devienne uni, prospère et libre. Pour autant, on ne peut qu'établir le parallèle entre les campagnes anti-religieuses aujourd'hui en Iran et celles soutenues par d'autres gouvernements par le passé. La situation tragique en est que ces campagnes sont de sérieux indices avant-coureurs d'actes de violence à l'encontre de minorités religieuses ou, dans le pire des cas, précurseurs d'un génocide. C'est une question qui mérite l'attention des gouvernements, des institutions juridiques internationales, de la société civile et des personnes, de toutes personnes partageant les mêmes idéaux partout dans le monde. La communauté internationale doit prendre des mesures appropriées pour que l'Iran sache que ces flagrantes violations des normes et du droit international ne peuvent pas être tolérées.